Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et bienvenue dans 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Je m'excuse pour ma petite absence d'il y a 15 jours. Malheureusement, j'étais occupé par le travail. On est encore étudiant, donc on est en stage. Donc on n'a pas trop le choix des fois. Et la radio, ça reste un loisir. Donc il y avait des priorités. En tout cas, je m'excuse, mais je suis très content de vous retrouver ce soir. Et de retrouver Adrien aussi, qui apparemment a assuré l'intérim pendant que j'étais pas là et qui s'est bien débrouillé. Salut Adrien, ça va ? Bah oui, ça va et toi Julien ? Écoute, j'ai pris l'intérim, j'ai tenu la baraque pendant que le chef était pas là et ça s'est hyper bien passé, je suis content. Et bah tant mieux, en tout cas les auditeurs avaient l'air contents, tout le monde avait l'air content et ça c'est le principal. Nous on est là pour vous transmettre de la joie, de la bonne humeur et surtout pour vous parler sport. Et ce soir on a encore un gros programme puisqu'on va parler football, on parlera de rugby, on parlera de handball, on parlera un petit peu d'emploi dans le monde du sport et plus précisément dans le monde du football. Et puis on terminera bien sûr avec une page actu comme à chaque fois. Exactement. Et on va attaquer tout de suite, Adrien, si tu le veux bien, avec le rugby. Et on accueille pour ça Romain Olivetto, qui est manager du club de rugby de Montmélian. Bonsoir Romain, est-ce que vous nous entendez ? Ouais, bonsoir, je t'entends bien, ouais. Ouais, super. Bon, Romain, avant qu'on parle des phases finales et un peu de l'avenir du club, quelle saison pour vos deux équipes, que ce soit la réserve ou l'équipe Fagnon, qui ont terminé chacune première de leur championnat. Racontez-nous un petit peu cette belle saison en saison régulière. Ouais, bah sur la phase qualificative, ça a été une saison un peu exceptionnelle, on va dire. L'équipe première, elle est restée invaincue toute la saison, et l'équipe espoir, elle a perdu 2 ou 3 matchs, mais on termine également premier de poule. Donc les deux équipes seniors à Montmélian terminent premier de poule, c'est fantastique, ouais. Est-ce que c'était un objectif pour vous en début de saison, ou vous étiez ou pas du tout ? L'objectif du club, c'était de jouer la qualification et puis d'aller chercher une montée en Fédéral 1 si c'était possible. Mais gagner tous les dimanches, ça peut pas être un objectif. C'est dans le sport, c'est pas quelque chose de normal de gagner tous les week-ends. Donc non, gagner tous les week-ends, c'était pas un objectif défini. En tout cas, ça l'est devenu au fur et à mesure de la saison. Et selon vous, qu'est-ce qui a changé ou qui a pu faire la différence cette saison pour vous permettre de performer autant et de pas perdre avec l'équipe première ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en début d'année ? Est-ce qu'il y a le staff qui a changé ? Vous avez recruté de nouveaux joueurs ? Ou est-ce que vous avez fait confiance au travail depuis des années de vos entraîneurs et de vos joueurs qui sont en place depuis quelques années ? Non, ça fait quelques années que le groupe y joue ensemble, et puis sur l'intersaison, on a renforcé ce groupe avec quelques éléments extérieurs qui nous ont apporté une réelle plus-value. Et je pense que la mayonnaise, elle a bien pris, et l'état d'esprit des joueurs a fait que les victoires engendrent l'envie de gagner, et une spirale positive s'est déclenchée. Mais les joueurs issus de la formation montmélianaise ont en tout cas apporté des belles valeurs à ceux qui sont arrivés, et ça a fait un bel amalgame. Bah, racontez-nous un petit peu quels ont été les ingrédients, on va dire, au début de la saison quand vous l'avez préparé pour obtenir justement ce résultat de fin de saison où vous allez jouer les playoffs, où il y a pas de défaite. Qu'est-ce qui en fait a été le secret de cette réussite collective ? Le secret, c'est que déjà on était frustrés par notre fin de saison dernière, où on s'était pas qualifié pour quelques dixièmes de points. Donc on a attaqué très tôt l'entraînement. Ça va faire 1 an qu'on est sur la brèche. On a attaqué au mois de juin dernier. On s'est entraîné très dur pour mettre en place un projet de jeu et une confiance collective forte, pour que tout le monde sache où il va sur le terrain, et définir le plan le plus précisément possible. Et le plus dur restait à venir après cette saison magnifique que vous aviez terminée en saison régulière. Comment il était le groupe, que ce soit physiquement ou mentalement, à la suite de cette saison et au moment d'attaquer ces playoffs ? Le groupe, paradoxalement, en fin de saison régulière, on s'est arraché pour rester invaincu sur cette saison régulière, et malheureusement on n'avait pas eu de blessés jusqu'à là, et malheureusement sur la fin de saison régulière on a eu quelques blessés qui sont arrivés au très mauvais moment, au moment d'attaquer les playoffs. Donc il a fallu digérer ça, parce que c'était des gros coups au moral pour le groupe. On était confiants et sereins, mais on était aussi diminués. Romain, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, pour nos auditeurs qui suivraient pas forcément le rugby, comment est-ce que ça s'organise la saison ? Parce qu'on a parlé de saison régulière, on a parlé de play-off. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer combien d'équipes participent aux play-off, comment ça se déroule un petit peu tout ce cheminement ? En fait, on était sur une poule de 12.
les 6 premiers étaient qualifiés et les 2 premiers étaient qualifiés directement et ne jouaient pas le premier tour, un match de barrage. Donc nous on a été exemptés du premier tour, on est rentré directement en 16e de finale qu'on a réussi à passer, et après on a joué les 8e de finale, et c'était sur les 8e de finale celui qui gagnait le match en aller-retour, montait en Fédéral 1. Et puis pour vous, je rebondis sur ce que vous dites, sur le 8e de finale, ça s'est joué à rien, sur la phase aller, sur la phase retour, ça s'est joué à 2 points. C'est cruel, non, Romain? Ouais, c'est cruel, ouais, parce que sur l'ensemble de la saison, on s'est jamais loupé, et on s'est loupé 20 minutes au match aller à Saint-Jean-en-Royans, et ces 20 minutes nous ont été fatales. On était dans une situation qu'on n'avait pas vécue au cours de l'année, et on a mal su la gérer. 20 minutes de faiblesse, et voilà, ça nous a coûté très cher en tout cas. Et malgré justement cette dynamique qui était incroyable avant d'entamer ce 8e de finale, j'imagine que vous étiez pas non plus détendu. Vous saviez ça allait être un combat de tous les instants en allant jouer sur cette pelouse de Saint-Jean-en-Royans. Ah oui, ça on était prévenus, hein. On savait que Saint-Jean-en-Royans, ils avaient eu un début de saison compliqué, mais ils montaient en puissance fortement sur la fin de saison. C'était un groupe qui a eu du mal à se trouver, mais qui était composé de plusieurs ex-joueurs de top 14 et de Pro D2, donc on savait leur qualité et on savait que ça allait être très compliqué. Ça s'était bien passé jusqu'à la 60e minute là-bas, et après on a eu un coup de mou, et voilà. Il est dû à quoi ce coup de mou? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? C'est fatigue, blessure, simplement relâchement au niveau de la mentalité? On a eu un tout. Je pense que on avait des joueurs qui rentraient dans le groupe suite à des blessures et qui n'étaient pas forcément prêts pour ce genre de rencontre. Et physiquement, on a souffert sur les 20 dernières minutes. On a souffert dans la densité physique. Et après on a souffert aussi mentalement. Je pense que mentalement on était dans un moment faible, et on n'a pas su le gérer correctement. Voilà. Bon, on va tourner juste la petite page avec l'équipe première, parler de la réserve qui elle aussi a fait un beau parcours en play-off, vu elle s'est arrêtée en demi-finale, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. On a une équipe, nous on l'appelle l'équipe espoir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes issus du club qui jouent dans cette équipe-là. C'est très important pour nous qu'elle fasse des beaux parcours, et malheureusement ça s'est arrêté hier en demi-finale pour un rien après prolongation. Donc c'est une belle satisfaction également. Là encore, ça s'est joué sur des détails. J'imagine que ça s'est joué à rien si vous nous dites que ça s'est joué aux prolongations. Ouais, ça s'est joué sur un rien, ouais, tout à fait. On arrive à aller jusqu'aux prolongations. Après, malheureusement, l'équipe adverse avait marqué 2 essais, nous qu'un seul, donc on pouvait pas tenter les pénalités, on était obligé de marquer. Et puis sur des petits détails, on n'est pas arrivé à franchir la ligne, ou on l'a mal franchi, et l'arbitre n'a pas accepté l'essai. Donc voilà. Et est-ce que ce n'est pas frustrant de devoir disputer des matchs de barrage pour accéder au rang supérieur et pouvoir monter d'une division, sachant que vous avez fait une saison quasiment parfaite et vous avez été régulier toute la saison? Est-ce que c'est pas frustrant cette réglementation-là dans le rugby, et de pas pouvoir monter automatiquement? Quand t'es premier, c'est pas frustrant, c'est très frustrant. c'est très frustrant, parce que toute la saison on a été régulier, et tout jouer notre sort sur un match, un match aller-retour, mais ouais, c'est compliqué à appréhender, c'est très très compliqué à appréhender. Ouais. Et maintenant, si on devait faire un petit peu le bilan de la saison, j'imagine qu'il reste quand même positif malgré qu'il n'y a pas eu cette montée. Je pense que vous avez une belle dynamique, vous avez quand même performé en championnat, et le bilan est quand même positif. Vous êtes satisfait de ce qu'ont produit vos joueurs cette saison? Ouais, sportivement, on est satisfait de la saison. Après, voilà, il manque la cerise sur le gâteau. On va voir comment ça se déroule dans les semaines à venir, mais oui, on a engendré en tout cas une belle dynamique au sein du club, avec un engouement populaire qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps à Montmélian. Donc ça, c'est vraiment des belles images et des souvenirs forts pour les joueurs en tout cas. J'allais y venir, justement, ces matchs à domicile, ils étaient juste incroyables au niveau de l'ambiance. Ouais. Racontez-nous un peu, immergez un peu les auditeurs dans ce que ça a pu être ces matchs-là à Montmélian. Ouais, les derniers matchs de championnat là depuis 2 mois, c'était vraiment un gros engouement. Il y avait entre 2000 et 3000 personnes tous les week-ends à Montmélian, dans une ambiance de fête, on va dire. Donc c'est sûr que les joueurs, ça les a poussés dans leur dernier retranchement. On l'a vu sur le dernier week-end, le match retour contre Saint-Jean-Royans, où on avait quand même 26 points à remonter.
Voilà, on échoue à 2 points, mais je crois que les gens, malgré la défaite, ils étaient tous heureux d'être là et ça leur a donné des émotions en tout cas. Et bon, bah, malgré tout, pour la saison prochaine, comment vous allez l'aborder? J'imagine que il va falloir s'appuyer sur cette magnifique saison, mais vous pensez que ça peut laisser des traces malgré tout, cette petite, ou même plutôt grosse désillusion sur cette fin de saison? Ouais, comment on va l'aborder? C'est délicat à aborder aujourd'hui parce que on est dans une situation où on est premier national, donc il se peut qu'on soit quand même qu'on monte quand même en Fédéral 1. Donc voilà, on est dans l'attente en fait des autres clubs, des soucis financiers de certains clubs qui refuseraient la montée, de choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué à appréhender. Après, si on est en Fédéral 1, tant mieux. Et puis si on est en Fédéral 2, il faudra remettre le bleu de chauffe comme on dit, et puis retourner batailler tous les week-ends. C'est sûr que ça sera pas évident du tout, mais il va falloir se remobiliser pour ça. Et quand est-ce que vous aurez la réponse concernant votre potentielle montée ou non en Fédéral 1? Pour l'instant, on ne sait pas. On attend. J'espère le plus rapidement possible pour pouvoir préparer ça au mieux. Mais pour l'instant, on attend. D'accord. Et jusqu'à quel niveau est-ce que peut monter un club comme Montmélian si on parle de structure pure? Aujourd'hui, le club de Montmélian, l'objectif à court terme, c'est de jouer en Fédéral 1. Après, à plus long terme, c'est de jouer le haut de tableau Fédéral 1, voire plus, mais ça sera pas plus haut en tout cas que ça. Après, ça serait passé sur un statut professionnel à 100%. Et là, ça ne correspondrait pas au club en tout cas. D'accord. Parce que vos joueurs possèdent actuellement le statut semi-pro ou c'est vraiment amateur actuellement? Non, aujourd'hui, ils sont amateurs. Tout le monde travaille. Ok. Bon, on a beaucoup parlé de vos équipes seniors, Romain, et de votre équipe Esport aussi. Mais on va parler un petit peu de vos équipes jeunes, plus jeunes. Qu'est-ce que ça a donné pour eux cette saison? Aujourd'hui, nos juniors se sont qualifiés, nos moins de 16 également se sont qualifiés, notre école de rugby brille dans tous les tournois de la région. Donc voilà, l'ADN du club de Montmélian, c'est la formation et ça, c'est le plus important. Je crois qu'on est la plus grosse école de rugby derrière le FCG, le FC Grenoble dans le territoire alpin. Donc ça, c'est une belle fierté et il faut que ça continue, qu'on puisse sortir tous les ans des jeunes qui ont la possibilité d'aller vers le haut niveau et surtout aussi de remplir les rangs seniors de Montmélian. Ouais, c'est vraiment important. On comprend pour vous de miser sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour eux, pour leur permettre de performer, d'évoluer? Comme vous le dites, vous êtes un des plus gros centres de formation après le FCG. Qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour leur permettre d'évoluer? On a un club qui est très structuré sur les conditions d'entraînement. On va dire que, aujourd'hui, ils sont dans les conditions optimales pour s'entraîner à Montmélian. On va avoir un nouveau terrain synthétique pour être encore plus performant, une salle de musculation pour être encore plus performant à la rentrée. On mise beaucoup sur la jeunesse à Montmélian et ça porte ses fruits. Et on a structuré les choses avec des référents sur chaque catégorie pour qu'on puisse avoir un retour et puis surtout je crois que l'idée c'est d'avoir une passerelle entre les seniors et les équipes de jeunes. Aujourd'hui, tout ce qui se fait en senior sur le projet de jeu, sur nos lancements de jeu, etc., ça c'est reproduit par les jeunes. Ils se basent sur ce que l'on fait, donc ça c'est important d'avoir un ADN commun. Et comment est-ce que vous faites pour fidéliser ces jeunes joueurs? Parce que vous le dites, vous formez beaucoup de jeunes, des bons, des très bons. Comment est-ce que vous faites pour les garder au club? Comment on les fait, c'est à Montmélian, on a une culture qui est très forte du territoire. Donc un jeune Montmélianais, il est très attaché à son club. Après, bien évidemment, il y en a qui partent pour tenter l'aventure dans des clubs professionnels. Ça, voilà, avec réussite ou pas, mais la plupart du temps, quand ils ont fini leur carrière professionnelle, ils reviennent du côté de Montmélian, parce que Montmélian, c'est un club qui marque et c'est un club qui est historique et à forte valeur. Et du coup, est-ce que par rapport à ces dernières années, votre formation, l'afflux de nouveaux jeunes, il est plutôt régulier? Ou vous avez vraiment connu un bon, ou plutôt justement c'est de moins en moins fort? Non, c'est historique. À Montmélian, il y a toujours eu beaucoup de jeunes. Ok. Alors à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer le rugby Aujourd'hui, il y a le baby rugby qui est à partir de 4 ans. D'accord. Ah oui, donc ça fait jeune quand même. Qu'est-ce que vous leur apprenez à cet âge-là
Bah après c'est pas ma spécialité moi, mais on va dire que c'est plutôt de la motricité, des choses comme ça à cet âge-là. D'accord. Et combien est-ce que de licenciés vous comptez aujourd'hui à Montmélian, pour qu'on ait une idée et une vue d'ensemble après de ce que représente votre club sur le département? Tu me poses une colle là, j'ai pas la réponse. Il n'y a pas le chiffre exact? Ouais, j'ai pas le chiffre exact en tête. C'est pas grave du tout. Pour continuer là-dessus sur la jeunesse, etc. Est-ce que on sait que le sport féminin se développe de plus en plus? Est-ce que c'est dans votre ADN et dans un coin de la tête des dirigeants du club de pourquoi pas ouvrir une section féminine, sachant que le rugby féminin aussi commence à se développer? Est-ce que c'est dans un coin de votre tête ou pas du tout pour le moment? Oui, c'est dans un coin de notre tête. On y pense fortement à Montmélian parce qu'on a de plus en plus de demandes du public féminin. Voilà. Après nous, qui se développe jusqu'au moins de 14. Après, on peut plus les faire jouer. Donc après, elles sont obligées de partir sur Chambéry ou sur Grenoble où il y a des équipes féminines. Mais oui, c'est dans un coin de notre tête. Voilà, avec une ambassadrice de choix puisque Alexandra Chambon, qui est l'admin mêlée de l'équipe de France, a été formée et a joué à Montmélian jusqu'à 14 ans, je crois. Et qu'est-ce qui vous manque justement pour passer ce cap supérieur et emmener une équipe de jeunes femmes un petit peu plus haut? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque pas grand-chose. C'est juste qu'il faut structurer les choses petit à petit et puis voilà, ça arrivera au fil du temps. Alors Romain, on a fait un petit tour d'horizon de toute la saison, des résultats de toutes vos catégories. Qu'est-ce que vous allez changer, améliorer ou continuer de faire la saison prochaine? Quelle sera un petit peu la ligne de conduite de l'US Montmélian pour la saison à venir? Non, la ligne de conduite, ça va rester la même. On va rester sur une ligne de conduite avec un discours qui est très ambitieux au niveau du sportif. Voilà, on a eu un développement économique du club et structurel surtout, avec des infrastructures de qualité qui sont arrivées et qui vont encore arriver dans les mois qui viennent, qui nous permettent aujourd'hui d'être ambitieux. On a des partenaires qui nous suivent. On a une équipe de bénévoles qui est formidable et qui répond toujours présent. Donc voilà, le discours il est ambitieux. Sportivement, on se doit justement, l'équipe première, d'être la vitrine de ce club et de briller par nos résultats pour que ça donne envie aux jeunes de s'inscrire à l'US Montmélian. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Romain. Et est-ce que le club va organiser des stages, un tournoi ou des événements prochainement auxquels nos auditeurs pourraient venir assister ou participer? Oui, vendredi dernier, on a eu la journée des écoles. On a eu toutes les écoles du canton qui se sont réunies à Montmélian pour un tournoi. Il y a toutes les vacances scolaires. On a un stage aussi pour les jeunes, voilà, sur inscription. Voilà. Et après, de toute façon, en mois de début septembre, il y aura les journées découvertes pour l'école de rugby, pour les parents qui voudront inscrire leur fils à des journées fils ou filles, à des journées initiation au rugby. Alors vous avez parlé la journée des écoles. Est-ce que c'est important pour vous aussi de montrer votre discipline dans les écoles, etc., pour justement ramener des jeunes de plus en plus tôt? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Oui. On a des employés au club qui s'occupent de ça. On a un employé au club qui son boulot c'est d'aller dans les écoles pour justement attirer les enfants pour qu'ils fassent du rugby leur sport. Voilà. Qu'est-ce qui est dur dans le discours? Alors c'est peut-être pas vous qui vous en occuper au sein du club, mais qu'est-ce qui est dur dans le discours pour qu'on voit peut-être les parents mettre leurs enfants au rugby, parce que des fois on sait qu'il y a des images un peu violentes à la télévision ou quoi, et qui pourraient dire aux parents non, je vais pas inscrire mon enfant dans ce sport-là. Est-ce que vous faites quelque chose par rapport à ça, ou vraiment les enfants sont hyper ouverts et disent oui rapidement et facilement? Ouais, nous sur Montmélian, les enfants sont relativement ouverts à la pratique du rugby, parce que le rugby c'est un petit peu le sport numéro 1. Donc voilà, les copains amènent les copains et ils se retrouvent tous à l'entraînement. Après oui, quand des parents sont un petit peu réticents, il faut quand même être un peu pédagogue et expliquer que ce qui se passe sur les pelouses à haut niveau, etc., les commotions, les choses comme ça. Les enfants sont pas concernés par ce genre de choc, quoi. Ok. Et en tout cas, merci beaucoup Romain d'être venu échanger avec nous sur la belle saison de l'US Montmélian en rugby. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez dans l'émission. Vous serez toujours le bienvenu, et le club de Montmélian aussi. Et puis on vous souhaite une bonne continuation pour la suite et tout simplement pour la suite. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Bon, c'était sympa, Adrien. On a appris plein de choses sur le rugby finalement. Ah ben Montmélian, ça bouge, mais qu'est-ce que c'est... Et puis cette saison, ça a bousculé absolument tout, ça a fait péter le record. Et puis c'est tellement dommage de perdre à 2 points là. Je suis tellement désolé pour eux. Ils auraient mérité la Fédérale 1. Maintenant, on espère que l'année prochaine, ils vont repartir de plus belle. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est sûr. En tout cas. On leur souhaite, comme tu l'as dit, plein de bonnes choses. On va enchaîner avec un petit peu d'actu, Adrien. On va parler handball, si tu veux bien. Parce que la team Chambé a fait une belle saison aussi et a réussi à accrocher une très belle 4e place et à se qualifier pour l'Europe. Exactement, la team Chambé, là, ils sont 4e du championnat, meilleur des autres, si je puis dire, dans ce championnat qui compte 3 équipes de tête assez intouchables, avec Paris en première place, Montpellier, Bon Dauphin et Nantes, les derniers matchs sur la dernière marche du podium, avec tout simplement ils ont la moitié du budget en fait Chambéry de ces 3 clubs-là, voire le quart de celui de Paris, tellement c'est hallucinant à quel point ils gravitent haut au niveau de leur somme d'argent. Donc Chambé là, ils sont qualifiés après au bout d'une bonne saison, très bonne saison, et ils vont avoir à cœur de l'année prochaine faire une belle campagne pour, on va dire, se racheter de cette élimination en début d'année en Coupe d'Europe qui leur fait mal. C'est ce que, en tout cas, moi j'ai vu récemment Pierre Paturel qui disait que c'était la seule tache noire sur cette saison, somme toute magnifique. C'est clair. Ils ont fait une sacrée saison, mais oui, c'est que comme tu l'as dit, c'est la petite tache noire qui vient entacher leur très belle saison, parce que le bilan est positif, 20 victoires, 2 matchs nuls et 7 défaites sur la saison. C'est un bilan qui est très très positif. En tout cas, on souhaite à Chambéry de performer cette fois-ci en Ligue européenne, et puis de performer aussi demain soir, puisqu'ils vont jouer à Montpellier. Exactement. À 20h30. Ouais, ils vont jouer à Montpellier, ils vont jouer, eux n'ont plus rien à jouer, Chambéry, ce qui est pas le cas de Montpellier. Montpellier, ils jouent vraiment pour aller chercher leur place en Ligue des Champions. Donc c'est quand même un gros enjeu. Montpellier, on le sait, c'est quand même une équipe qui peut se mettre en mode rouleau compresseur, et qui, pour le moment, Chambéry, ils ont réussi à les battre. C'est plutôt Nantes contre qui ils ont du mal. Ils ont aussi battu Paris cette année à domicile. Donc en fait, ils sont clairement capables de faire un résultat, sachant qu'ils vont être délestés pour la première fois de la saison de toute pression. Donc pour le coup, c'est peut-être le moment et l'instant pour choisir. Je suis un peu embrouillé dans mes mots, excusez-moi. C'est peut-être le moment pour eux de finir cette saison en beauté. C'est clair, parce que leur 4e place est assurée. Dans tous les cas, ils ont 3 points d'avance sur Nîmes. La victoire, ça rapporte seulement 2 points. Donc dans tous les cas, ils sont assurés d'être... Non, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, c'est ça. Et ça sera l'occasion demain soir, en tout cas, de finir sur une bonne note avec une très belle opposition pour Chambéry. On va fermer cette petite page handball et on va ouvrir une page football, si tu le veux bien, avec l'événement qui fait un petit peu l'actualité. C'est un événement à la fois sportif et extra sportif. On va parler du FC Annecy qui a son destin, son destin entre les mains de la commission qui va se tenir aujourd'hui, puisque le match entre Bordeaux et Rodez a été arrêté parce qu'un supporter s'est introduit sur la pelouse et a agressé un joueur de Rodez. Donc là, Annecy pour le moment est maintenu, mais si Rodez gagne sur tapis vert, ils vont descendre en national. Ce serait vraiment vraiment dommage, parce que là la situation elle est quand même assez dingue. On est tous on retient tous notre souffle là actuellement pour le FC Annecy, qui avec cette fin de saison où ils ont quand même été chercher Bordeaux à l'avant-dernière journée à domicile 1-0 pour se donner encore de l'espoir de se maintenir. Ils méritent pas vraiment la descente pour moi. C'est pas très objectif. ils sont du coin, c'est logique. Mais pour le coup là, c'est clairement c'est l'extra sportif qui rentre un peu en jeu là, avec ce match arrêté entre Bordeaux et Rodez pour ce joueur agressé au moment du but de Rodez. Donc maintenant voilà, c'est à la commission de juger qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, le président d'Annecy est quand même dans ses déclarations assez remontées et plutôt très décidé à aller jusqu'au bout pour ne pas que le FC Annecy soit le perdant de cette espèce d'imbroglio général, et donc redescendre en national, ce qui serait vraiment vraiment dommage. Ça c'est sûr. Oui, comme tu l'as dit, le président d'Annecy, on en parlera plus longuement avec notre dernier invité, puisque Sébastien Germain, qui est un de nos confrères pour la 8 Mont-Blanc, viendra nous en parler plus en détail, puisque lui il a suivi le FC Annecy au quotidien toute la saison. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, le président a fait une sacrée déclaration. Il accuse même de tricherie organisée, etc. le club de Rodez, et va leur demander des dédommagements si jamais il y a une descente en national. Donc ça va quand même loin. C'est pas clair en fait ce qui s'est passé vraiment. Donc si tu nous dis encore une fois qu'on va pouvoir avoir
des éclaircissements en fin d'émission. J'espère en tout cas. Nous, on a que les infos de la presse pour le coup. On suit voilà l'actualité heure par heure de ce qui se passe. Effectivement, ce qui c'est surtout au niveau de l'imbroglio, ce qui s'est passé, c'est que les versions n'étaient pas les mêmes en fonction du médecin du club et des médecins externes qui ont examiné le joueur par la suite. C'est pour ça qu'il y a ces accusations un petit peu qui peuvent paraître graves de prime abord de la part du président du FCNC, mais effectivement, il y a des zones d'ombre, des choses qu'on comprend pas bien. Donc effectivement, peut-être qu'il y a certaines des versions en tout cas qui ne sont pas les bonnes, et c'est pour ça que là, elle a un gros travail devant elle, la commission. Mais il faut pas qu'elle traîne non plus, parce que les conséquences et surtout dans le timing des choix qu'ils vont devoir faire peuvent être absolument cruciales pour la fin de saison de Rodez, de Bordeaux qui joue la montée et de Annecy pour le maintien. C'est sûr. En tout cas, j'aimerais pas être dans la commission. Et puis le comble en plus, Adrien, c'est que la personne qui a agressé le joueur de Rodez est un Haut-Savoyard, puisqu'apparemment l'information n'a pas été vérifiée, mais ça serait un ancien président d'un club Haut-Savoyard. Il serait ancien directeur d'une école de commerce à Annecy, et il serait même patron de 2 restaurants à Annecy. Donc ça serait quand même le comble qu'un Annécien fasse descendre le club local. Oui. Et là, pour te dire, c'est quand même assez pittoresque, assez incroyable comme situation. Je m'attendais pas pour ça, moi. C'est clair. Bon, en tout cas, on aura plus d'informations en fin d'émission avec Sébastien Germain. Nous, on va s'accorder une petite pause, on va respirer en musique et on se retrouve dans quelques instants sur les antennes de Radio Grand Lac. À tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et on est de retour en direct sur Radio Grand Lac et on va tout de suite attaquer avec la page football, et plus précisément on va parler d'emploi dans le monde du foot, et pour ça on va accueillir Axel Baran-Fernandez qui est le créateur d'Emploi Foot. Salut Axel, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends très bien, et vous m'entendez bien? Ouais, c'est nickel Axel. Alors toi, en 2020, en fait, tu as créé Emploi Foot. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le concept de cette entreprise et de ce projet-là pour nos auditeurs? Alors le concept, il est très simple. On est un peu le pôle emploi du monde du football. Donc toutes les personnes qui souhaitent travailler dans le monde du football, que ce soit de près ou de loin avec les terrains, peuvent s'inscrire justement sur notre site internet pour rechercher un emploi, un stage, un service civique, une alternance. Donc nous, on est vraiment sur l'emploi au sens large. Et donc voilà, nous, on est là vraiment pour mettre en relation les clubs de foot et les structures de football qui recherchent du personnel et les particuliers. Et comment t'es venue cette idée? Alors, elle vient d'un constat personnel. Moi aussi, au départ, j'étais entraîneur de foot. Je suis encore à l'heure actuelle au club de Marigny Sport. Et donc, pendant le premier confinement, donc au mois d'avril 2020, j'ai voulu changer de club parce que voilà, dans le club dans lequel j'ai fait mes apprentissages et mes diplômes, c'était convenu que je ne resterais pas la saison qui suit. Et du coup, j'ai tapé Emploi Football dans la barre de recherche et je me suis rendu compte qu'il y avait aucun site qui centralisait vraiment les offres d'emploi, pas même Pôle emploi. Et donc, j'ai décidé au départ de créer des page Facebook pour centraliser un petit peu les offres d'emploi de manière géographique, et peu à peu il y a eu un gros engouement qui s'est fait autour de la plateforme, et donc ça a plu, et on a tout de suite lancé par la suite en mois d'octobre 2022 la création et le lancement du site internet pour une parution au mois de janvier 2023. Ok, quel service tu proposes sur ta plateforme? Tu as parlé de mise en relation entre les clubs et les candidats, mais quel service à proprement parler tu proposes sur cette plateforme? À nous, on propose du coup le premier service, c'est tout ce qui est le job board. Donc le job board, on en connaît plein, type Indeed, LinkedIn, etc. Où vraiment c'est une mise en relation, et ça va permettre pour les particuliers qui sont à la recherche de pouvoir se créer un profil et pouvoir postuler en un seul clic aux offres d'emploi qui correspondent. Et de l'autre côté, pour les clubs, l'intérêt c'est de pouvoir voir directement qui a postulé à telle ou telle offre et pouvoir gérer tout leur processus de recrutement sur une seule et même plateforme. L'avantage aussi pour eux, c'est qu'ils n'ont pas besoin de mettre des coordonnées en mode public, et donc ça évite tous les démarchages publicitaires et commerciaux, et aussi ça réduit aussi le nombre de fausses candidatures. Et le deuxième service qu'on propose, c'est un cabinet d'expertise et d'accompagnement pour les clubs qui va permettre aux clubs qui le souhaitent d'être accompagnés par Emploi Foot dans tout ce qui est développement, surtout de la partie RH, où nous on va venir pour pouvoir faire un audit du club, proposer des solutions adaptées par rapport aux points qui ressortent de cet audit-là, et aussi un suivi de l'accueil du salarié au moment de son arrivée au sein du club. Mais alors dis-nous, depuis que tu l'as lancé ce service-là, en termes de stats, combien de personnes ont justement réussi à trouver un emploi dans le monde du football ?
Alors nous, par rapport aux stats, ce qu'on fait, c'est qu'on les centralise aussi par rapport à tous les clubs et tous les demandeurs d'emploi qui ont pu trouver un emploi depuis la création, donc même depuis les pages Facebook. Donc depuis les pages Facebook, là, on a bientôt fêté nos 3 ans d'énervement, et on a eu plus de 5300 offres d'emploi qui ont été postulées sur les différentes plateformes, et on a un peu plus de 5000 offres d'emploi qui ont été pourvues. Donc on est sur un taux de plus de 90% de satisfaction des offres d'emploi qui ont été pourvues depuis la création d'Emploi Foot. C'est pas mal. Ouais, c'est plutôt un très très bon début. Quel type d'emploi est-ce qu'on peut retrouver sur ta plateforme? Tu as parlé de stage, tu as parlé d'alternance. C'est vraiment une plateforme qui touche à tout, ou il y a vraiment des postes restreints et spécifiques? Non, nous on est vraiment très large. Donc comme je l'ai dit, on est vraiment du CDI, CDD classique au stage, service civique, même du bénévolat. Il y a des clubs qui postent des recherches de bénévolat pour que ce soit quand ils font des tournois ou des grosses manifestations où ils ont besoin de beaucoup de bénévoles sur 1 ou 2 jours ou même une semaine. Donc on a vraiment de tout, et on est aussi vraiment sur tous les corps de métier. On est quand même à 80% sur des métiers en lien directement avec le terrain, mais on a aussi d'autres corps du métier. On a des métiers dans tout ce qui est de la com, dans le marketing, mais aussi des métiers dans tout ce qui est un peu des métiers de bureautique, comme des secrétaires, des responsables de ressources humaines, etc. Donc on est vraiment ouvert à tous les emplois qui ont un lien direct avec le football. Quelqu'un qui souhaite travailler dans un club de football, il vient sur Emploi Foot et il trouve son bonheur. Et ces offres, tu les trouves comment? Est-ce que c'est les clubs qui viennent à toi, ou est-ce que des fois, par exemple, tu vois une annonce passer sur leurs réseaux sociaux et tu les contactes? Comment est-ce que tu fonctionnes, et comment est-ce que les clubs fonctionnent aussi avec Emploi Foot? Alors au début, c'était 95% du temps, c'est moi qui démarchais les clubs pour leur faire connaître justement les services Emploi Foot, etc. Et peu à peu, la courbe vient à s'inverser, où c'est les clubs qui commencent à nous connaître et qui nous démarchent. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on serait sur du 50-50. On a encore une grosse partie où on va démarcher les clubs, et on a quand même une grosse partie qui est en train de se développer, où les clubs nous connaissent et viennent faire appel à nous. Et aujourd'hui, combien d'adhérents compte la plateforme en termes, de fréquentation peut-être du site, ou même au nombre d'adhérents, de personnes qui s'inscrivent sur le site? Alors nous, sur les nombres de personnes qui nous suivent et qui sont inscrites, on a plus de 25 400 personnes qui sont sur Emploi Foot. Et pour une affluence moyenne, donc pour les chiffres du mois de mai 2023, on a eu plus de 62 000 visites différentes sur le site. Donc là, c'est vraiment des utilisateurs différents qui vont sur le site. Donc c'est des très bons chiffres pour nous, pour une première année et pour une première période de mercato estival. Donc on est vraiment très content de ces chiffres-là, et on espère qu'ils vont continuer d'augmenter au fil du temps. Et quand tu parles de différents utilisateurs, c'est quel type, ou tout du moins quelle tranche de population qui peut venir? C'est quel type de profil justement qui se déplace et qui utilise Emploi Foot? Alors nous, on a quand même, on est sur un marché du travail qui est en plein développement, donc c'est quand même assez récent que les clubs engagent de plus en plus de personnes, etc. Et donc on est quand même sur un public assez jeune. On a 50% de notre cible qui ont moins de 30 ans. Donc on est quand même sur un public assez jeune. On le voit que les formations se développent dans le monde du sport et du football. Donc c'est vraiment un public jeune, mais on a aussi du public plus expérimenté qui fait appel à nos services et qui soit s'inscrit pour la recherche d'un travail, soit vient faire appel à nous dans le cadre d'une recherche d'employés. Et excuse-moi, au niveau des femmes, par exemple, est-ce que justement, on sait que le monde du foot, c'est quand même un secteur qui est quand même assez masculin. Est-ce qu'il y a quand même c'est quoi la part de femmes? Est-ce que vous pouvez recenser ça vis-à-vis de l'ensemble des utilisateurs? Oui, sur l'ensemble des utilisateurs, on est sur un peu plus de 20% des profils qui sont des profils de femmes. Donc, on est quand même au-dessus de la moyenne, au-dessus des pourcentages de féminines dans les clubs. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans les clubs en France, on a une part plus ou moins de 10%
des licenciés qui sont issus du football féminin. Et nous, on est très très contents de savoir qu'on a plus de 20% de nos adhérents qui sont issus du football féminin. Donc pour nous, c'est un gage de qualité. Et nous, on milite activement justement pour le développement du football féminin. Et on accompagne de nombreuses structures justement dans le développement aussi de leur structure féminine, qui pour nous est aussi l'avenir du football. Et vous tendez à quoi justement vis-à-vis de cette parité? C'est vraiment très important pour vous. Vous visez peut-être je sais pas, c'est peut-être ambitieux, mais le 50-50 à moyen ou long terme? Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir accompagner au mieux les clubs à développer leur structure féminine. On sait malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on regarde les choses, mais on sait que à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, sur le même nombre de clubs, etc. Donc, on sait que le football féminin a encore besoin de temps pour se développer. Mais les chiffres sont très encourageants. On a eu notamment la Coupe du Monde féminine qui s'est passée en France, qui a permis un grand essor du football féminin. C'est de plus en plus médiatisé. Donc nous, on est heureux et on veut participer justement à ce développement du football féminin qui pour nous est très important en termes de parité. Alors on espère un jour qu'on atteindra la part des 50%, mais on sait très bien, on est conscient que ça va pas se faire en une ou deux saisons, que c'est vraiment un travail sur plusieurs saisons, et on espère pourquoi pas un jour arriver à cette part de parité homme-femme. Alors tu as parlé d'essor, est-ce que tu t'attendais toi à ce que ce projet-là et cette entreprise Emploi Foot prennent autant d'ampleur aussi rapidement? Non, au début, je ne pensais pas du tout qu'on allait en arriver là. C'était vraiment quelque chose au départ qui était pour ma recherche personnelle et aussi pour aider les autres. Et je ne pensais pas du tout que le concept allait autant plaire et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on allait compter autant de personnes qui nous suivent activement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Donc, on voit vraiment qu'il y a une demande, que vraiment les clubs et les particuliers ont besoin de cet accompagnement-là et de ces services-là, et on est content aujourd'hui de pouvoir y répondre. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, ça pourrait tendre à s'élargir à d'autres sports, à d'autres thématiques? Je ne sais pas moi, que ce soit si ça reste dans le sport collectif ou justement ça peut aller toucher des sports individuels. Comment tu vois les choses? Alors pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez dur à mettre en place sur d'autres sports, parce qu'on le sait très bien que l'économie du football, que ce soit l'économie ou aussi le monde de l'emploi dans le monde du football, est vraiment très en avance par rapport aux autres sports, parce qu'on le sait forcément que le football, on est à plus de 2 500 000 licenciés en France. On sait très bien qu'on est loin devant par rapport aux autres sports, mais on espère pourquoi pas un jour que travailler dans le sport et même à des niveaux régionaux ou même départementaux vienne à se démocratiser, et que ce soit pas quelque chose d'isolé à droite à gauche, et qu'il y ait vraiment un réel développement du sport et de l'emploi dans le monde du sport, parce que pour nous c'est aussi un nouveau monde de l'emploi et un nouveau marché de l'emploi qui va se développer peu à peu au fil des années. Alors, tu as parlé de développement à l'échelle régionale, départementale dans les autres sports. Pour revenir vraiment à ton secteur d'activité au football, est-ce que ta plateforme touche que des clubs français, ou est-ce que tu as été contacté par d'autres pays ou des clubs d'autres pays pour justement venir chercher un petit peu de l'accompagnement, ou tout simplement pour poster une offre sur ton site internet? Oui, bien sûr, on n'est pas juste sur la France métropolitaine. On a notamment des clubs qui font appel à nous. Je vois notamment au niveau du Québec, donc au Canada. On a aussi des clubs qui sont dans les départements, les régions d'outre-mer françaises. On a aussi des clubs qui viennent nous solliciter sur les pays francophones. Donc on est vraiment... on commence peu à peu à avoir des clubs de un peu toute la francophonie qui viennent nous voir et qui ont besoin de nous, que ce soit pour la partie job board ou la partie accompagnement. Et comment tu l'expliques, ce développement pas à l'international, parce que ça reste des pays francophones? Est-ce que tu communiques à l'étranger, ou est-ce que vraiment c'est tombé comme ça sur Emploi Foot et tu sais pas trop d'où ça vient? Alors, nous, au départ, c'était pas du tout notre cible, parce qu'on voulait déjà pouvoir proposer un service de qualité sur les clubs près de chez nous. Et c'est ces clubs-là qui sont venus nous démarcher et qui ont besoin d'attentes complètement différentes des clubs qui sont en France métropolitaine. Je prends l'exemple, par exemple, du Québec. On est sur une manière de fonctionner en termes de clubs qui est complètement différente. On est vraiment sur des académies qui sont beaucoup plus grandes en termes de structure, qui ont beaucoup plus de personnes qui travaillent et qui fonctionnent complètement différemment
des clubs de football français et de France métropolitaine, et donc ont des besoins différents et ils ont des critères et des cahiers des charges qui sont complètement différents. Donc ça nous demande aussi nous un travail de recherche et de compréhension vraiment de cette économie et de ce monde du football là. Donc voilà, nous ça nous permet d'apprendre aussi, parce qu'on est aussi là pour apprendre et pouvoir développer nos connaissances, et ça nous permet d'accompagner des clubs aussi dans d'autres régions du monde. Alors, tu as parlé tout à l'heure c'est pour rebondir sur la notion tu as dit que le public ciblé par Emploi Foot est très jeune. Est-ce que pour les jeunes qui viennent et qui s'inscrivent sur ton site, tu leur proposes aussi des formations pour élever leur niveau de compétence et pouvoir trouver plus facilement un emploi, ou vraiment c'est que de la mise en relation entre le club qui recherche quelqu'un et un demandeur d'emploi qui va rechercher un emploi, un stage ou une alternance, ou vraiment est-ce qu'il y a cette notion-là de formation qui entre en compte dans Emploi Foot? Alors nous, à proprement parler, Emploi Foot, on ne propose pas des formations, mais par contre, on travaille avec un partenaire qui me tient à cœur, c'est Adjan Business School. Donc, on est vraiment un partenaire, on est vraiment en partenariat avec Adjan Business School. Pour vous situer un petit peu rapidement, Adjan Business School, qu'est-ce que c'est? C'est une école 100% en distanciel qui va permettre aux jeunes souhaitant acquérir de nouvelles compétences dans le monde du sport, de faire des formations. Donc Adjan Business School est vraiment sur le sport de manière générale, mais on travaille avec eux. Ils proposent plusieurs formations comme employé administratif, chargé d'activation, manager en structure sportive, etc. Et ils proposent un service qui peut être très intéressant et pour les clubs et pour les étudiants, c'est le CDI alternance qui va permettre d'augmenter son niveau de revenu pour l'apprenti et qui va baisser les coûts pour l'employeur. Donc c'est vraiment un partenaire qui nous tient à cœur, avec qui on travaille en étroite collaboration. On fait régulièrement des publications en lien avec eux, des webinaires, etc. On a ouvert l'onglet formation sur le site internet qui permet d'avoir toutes les informations complémentaires par rapport à ces formations en alternance que propose Adjan. Et donc on est très heureux de travailler avec eux, et n'hésitez surtout pas à aller voir cette partie de la formation, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles formations qu'Adjan a créées et qui sont vraiment dans l'air du temps, dans le fait de voir le monde du sport et l'économie du sport autrement, et d'être là vraiment dans le développement des structures sportives. Et en tout cas, j'espère que le message est passé. Si on a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent monter en compétence tout en travaillant dans un club de football, allez cliquer sur les formations de l'Adjan Business School. Est-ce que c'était important pour toi, Axel? Tu viens de nous présenter un partenaire. Est-ce que c'était important pour toi de t'entourer de partenaires comme ça, comme Adjan, etc., pour justement offrir une certaine garantie à ton public, et aussi pour assurer tes arrières, et puis pour ouvrir tout simplement, t'associer avec d'autres entreprises? Est-ce que c'était important pour toi? Oui, pour moi, c'était très important. Alors après, nous, dans la politique de collaboration et de partenariat avec des structures, on cherchait vraiment des structures qui ont les mêmes valeurs que nous. Là, pour nous, Adjan, ils ont vraiment les mêmes valeurs que nous. C'est vraiment des formations nouvelles, une manière d'apprendre qui est complètement différente, et surtout, eux, ils sont sur vraiment créer des formations pour aider les clubs à se structurer. Ils sont pas du tout sur des formations type terrain pour devenir entraîneur de football, etc. Ils sont vraiment sur des formations qui vont permettre que les clubs aient des employés qui puissent développer vraiment toute leur partie de communication, de management, administratif, etc. Et pour nous, ça rentre tout à fait dans les valeurs de notre cabinet d'accompagnement qui aide les clubs à se structurer sur les points de vue administratifs, etc., management, communication, etc. Et ça rentre parfaitement en adéquation avec nous, notre philosophie et les services aussi qu'on propose aux clubs. Donc pour nous, ça nous tenait à cœur de pouvoir trouver un partenaire, et on l'a trouvé avec Adjan Business School, qui répond justement aux attentes des clubs et aussi aux attentes des professionnels qui veulent soit continuer à se former, soit entamer de nouvelles formations pour rajouter une corde à leur arc. Alors tu as parlé de formation, tu as parlé de communication, d'essor dans les médias. Est-ce que Emploi Foot, est-ce que toi tu pourrais envisager de participer à des salons ou à des conférences pour parler de ton projet et le présenter à des clubs ou à des entreprises, à des professionnels du milieu du sport, pour le faire connaître encore plus et développer sa notoriété? Oui, bien sûr, nous, on va faire partie, on est très heureux d'être présent sur le salon d'Univers Football, donc qui aura lieu le 16, 17 et 18 juin à Aix-en-Provence. Donc c'est un salon sur lequel nous, on va avoir deux parties. On va avoir la partie exposant, où nous, on va être présent sur le site pendant les 3 jours là, pour que le public puisse venir nous rencontrer,
voir ce qu'on propose, notre manière de fonctionner, etc. Et on va aussi mener une conférence, donc Emploi Foot va mener une conférence sur la thématique de l'employabilité dans le monde du football, où vraiment là on est très heureux de pouvoir être présent sur cet événement. C'est le plus grand salon du football en Europe, c'est le seul et le plus grand, donc il y aura vraiment pas que du football à 11 qui sera présent dessus. Il y a plein d'autres types de dérivés de football comme le beach football, le CC foot, le drone soccer, etc. Il y aura des matchs de gala avec des très grandes personnalités comme la Zinedine Zidane, Sim Garnier, etc. Donc vraiment, c'est un salon, un très très gros salon qui nous, on est fiers d'être partenaire du salon et d'être présent sur ce salon-là. Donc si vous voulez nous rencontrer ou connaître plus du monde du football et des autres sports qui hésitent, n'hésitez pas à venir. C'est le 16, 17 et 18 juin au salon d'Aix-en-Provence. Et si nos auditeurs ne savent pas quoi faire sur ce week-end-là, ils pourront descendre dans le sud, prendre le soleil et découvrir un peu plus en profondeur l'univers du football. Axel, avant qu'on se quitte, une dernière question. Quel est pour toi l'objectif à long terme avec Emploi Foot? Est-ce que tu te projettes déjà un petit peu vers l'avenir? Est-ce que tu as déjà des objectifs et des ambitions? Alors l'objectif, à plus ou moins court terme, c'est de pouvoir travailler avec un maximum de districts, de ligues et pourquoi pas la fédération en collaboration pour pouvoir proposer déjà ce service de job board aux yeux de tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir un outil facile d'utilisation et performant, pour que les clubs puissent gagner en efficacité dans leur recherche et dans leur traitement de leur gestion RH. Et aussi de pouvoir continuer à développer notre cabinet qui va accompagner les clubs. On le sait, les clubs à l'heure d'aujourd'hui sont principalement faits de bénévoles et les bénévoles n'ont pas forcément le temps ni même des fois les connaissances précises pour pouvoir avoir un développement, je dirais, optimal. Donc notre but est vraiment de continuer à accompagner les clubs, que ce soit par des partenaires avec les districts, les ligues, les fédérations, et continuer à travailler avec ces clubs-là pour les aider à se développer, que ce soit au quotidien ou sur un one-shot, sur la fait de rechercher un employé. Ok, et en tout cas c'est noté. Si vous cherchez un emploi dans le monde du football, allez sur Emploi Foot et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup Axel d'être passé nous présenter ton projet et puis nous parler à cœur ouvert de tout ce beau projet autour de l'emploi. Merci beaucoup et puis tu reviens quand tu veux, quand il y aura une nouvelle avancée dans ce beau projet. Merci beaucoup, au plaisir. Merci Axel, à Merci bientôt. beaucoup Axel. Quant à nous, on va respirer un petit peu en musique, le temps d'accueillir notre dernier invité. Comme je vous l'ai dit, ça sera Sébastien Germain, un journaliste qui viendra nous parler du FC Annecy. Donc on se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après sur les antennes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.9. 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac pour l'émission 9 de 1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac, et on accueille, comme promis, Sébastien Germain, le dernier invité de la soirée, pour parler de toute l'actualité qu'il y a autour du FC Annecy, qui attend le verdict pour savoir s'ils seront maintenus en Ligue 2 ou s'ils vont descendre en National. Sébastien, bonsoir, est-ce que tu nous entends? Bonsoir, parfaitement, je vous entends très bien. Ça va en forme malgré tout ce qui se passe avec le FC Annecy? En forme, ouais, c'est vrai que depuis vendredi, ça n'arrête pas. Depuis vendredi soir, dimanche matin, donc hier matin, il y a eu une conférence de presse un petit peu convoquée en urgence par l'état-major du FC Annecy. Ce soir, sur 8 Mont-Blanc, on a évidemment parlé du sort de l'équipe entraînée par Laurent Guyot. Donc c'est vrai que les 3 derniers jours sont très très intenses en termes d'actu. On attend malheureusement un peu avec impatience, mais aussi avec un peu d'appréhension. Du coup, lundi prochain, la décision qui sera rendue par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Et comment est-ce que le club d'Annecy, avant qu'on parle de la commission, des décisions qui pourront être prises ou non, comment est-ce que toi qui suis le FC Annecy de l'intérieur, comment est-ce que le club a appris la nouvelle lorsqu'ils ont vu que le match entre Bordeaux et Rodez avait été arrêté à la 22e minute? Est-ce que tu as pu avoir des réactions là-dessus? Alors moi, j'étais malheureusement pas à Paris ce vendredi, mais on a pu en discuter dimanche matin lors d'une conférence de presse, je le disais. Sur le coup d'ailleurs, Laurent Guyot en conférence de presse d'après-match a réagi de manière très mesurée, parce que selon lui, les éléments qu'il avait eu, c'était qu'il y avait eu une agression caractérisée d'un joueur de Rodez à Bordeaux. Donc il a répondu avec beaucoup de mesures en disant si c'est avéré qu'il y a une agression du côté de Bordeaux sur un joueur de Rodez, nous on s'incline. On ne peut que respecter, et surtout on n'est pas d'accord avec la violence. C'est vrai que depuis, le discours a un petit peu changé, parce qu'on a vu les images, elles ont été revues, analysées,
Et c'est vrai qu'on se pose des questions parce que effectivement, on est d'accord que ce supporter n'a rien à faire là à ce moment-là précis ce moment précis du match. Mais la poussette, en tout cas la chute du joueur de Rodez semble un petit peu accentuée. Et c'est vrai que les joueurs vendredi, les joueurs de d'Annecy l'ont appris un petit peu au fur et à mesure après la fin de la rencontre, quand ils ont compris ce qui se passait. On a senti, en tout cas, ils nous ont dit qu'il y avait quand même beaucoup de déception et même de colère, de frustration. Ouais. Ça c'est sûr que avoir son sort entre les mains, enfin avoir son sort qui joue sur une histoire d'agression et qui va passer en commission, c'est un peu compliqué. Après, est-ce que toi qui les as suivis toute la saison, est-ce que tu penses qu'ils auraient pu quand même faire la différence en championnat, parce qu'il y a eu un grand passage à vide quand même avec le nul contre Niort, le nul contre Dijon, la défaite contre Rodez à la maison. Il y a eu pas mal de défaites contre les concurrents directs, même s'ils ont fini en beauté avec la victoire contre Le Havre et contre Bordeaux. Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu quand même aller chercher ce maintien sur le plan sportif et qu'ils auraient pu respirer un petit peu avant et éviter toute cette petite actualité, cette petite affaire tout simplement. Forcément, vu ce qui se passe maintenant depuis 3 jours, on se dit que le FC Annecy aurait dû se sauver de manière sportive sur le terrain. Faut quand même rappeler que Annecy est le 19e budget de Ligue 2, est un promu. Donc malgré tout, se retrouver avant de disputer cette 38e journée, position de non relégable avec son destin en main, c'est déjà une super performance, c'est déjà une grosse performance de la part des joueurs de Laurent Guyot. Forcément, on pense, tu viens de l'évoquer, on pense à certains scénarios de match qui ont été contraires. L'égalisation à la dernière minute contre QRM, l'égalisation au Parc des Sports d'Annecy de Dijon, pareil en fin de rencontre, le match nul à Niort après qui a suivi la superbe victoire contre Le Havre. Forcément, avec des si que le FC Annecy aurait dû se maintenir. Mais il était dit que cette saison serait compliquée, serait folle, serait complètement improbable jusqu'à la fin. Les faits le montrent. Donc c'est vrai qu'on va attendre, encore une fois, je me répète, on va attendre fébrilement cette décision de la commission de discipline de la Ligue qui sera rendue, je le rappelle, donc lundi 12 juin prochain. Là, c'est clair qu'on est servi en termes de spectacle et de suspense. Même si tu n'étais pas à Paris pour le dernier match d'Annecy, est-ce que tu penses qu'ils avaient les armes malgré tout pour aller chercher un autre résultat? Parce qu'on rappelle quand même que si ils font un résultat positif à Paris, on n'est pas en train de parler de ça ce soir. Évidemment, pour ceux qui ont vu le match, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un match qui s'inscrit un petit peu dans les dernières performances, dans les dernières productions des joueurs de Laurent Guyot à l'extérieur. Ils ont eu les occasions notamment d'égaliser après cette ouverture du score signée, il me semble, Julien Lopez. Ils ont eu les occasions d'égaliser notamment par Arnold Temanfo ou encore Ibrahima Baldé. Malheureusement, c'était une soirée sans. Tout a été dans le mauvais sens. Une défaite conjuguée à plusieurs bonnes performances des concurrents directs. Tout s'est mal goupillé. Mais c'est sûr que sur ce match du Paris FC, contre une équipe du Paris FC qui ne joue plus rien, mais c'est vrai qu'on se rend compte que même les équipes qui ne jouent plus rien continuent à être un poil à gratter. On n'a plus maintenant d'équipe qui balance les matchs et on peut aussi avoir quelques regrets sur ce match contre Paris FC. Donc parce que évidemment, comme tu l'as dit, en cas de victoire ou de nul, on serait pas là à discuter de cette improbable fin de saison. Mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est la réalité du sport aujourd'hui au moment où on parle. Mais il avait dit en plus, Laurent Guyot, que se déplacer en terre parisienne, ça allait tout sauf être simple, qu'ils étaient persuadés qu'ils ne laisseraient pas ce match leur glisser entre les doigts, qu'ils voulaient bien finir leur saison, qu'aucun match n'allait être simple de toute façon, que ça allait être des combats permanents jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement, voilà, du coup, ils se retrouvent avec plus leur destin entre leurs mains. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton côté, sur le côté un petit peu l'affaire autour des différentes versions des médecins et tout ça, qu'est-ce que tu sais, même si on peut pas encore une fois aujourd'hui savoir démêler le vrai du faux, c'est quoi les informations précises qu'on a à l'heure actuelle? C'est difficile parce qu'effectivement on n'était pas sur place. On peut avoir un avis par rapport aux images qu'on a tous vues. Quand on voit les images, commotion cérébrale, joueur blessé, ça passe mal. Forcément, quand on voit les images, ça a du mal à passer. Ce qu'on sait, ce qui avait été déclaré notamment par le président du club de Rodez après l'arrêt de la rencontre vendredi soir, c'est que le joueur, en l'occurrence Lucas Buades, qui avait donc ouvert le score contre Bordeaux, n'était pas allé à l'hôpital. Là aussi, on peut se poser la question, sachant que le match a été arrêté. On peut se poser la question, on peut s'étonner du fait qu'il ne soit pas allé à l'hôpital.
Il est rentré avec ses coéquipiers en Aveyron. Il y a plein de questions qui se posent. On voit aussi sur les images, à un moment donné, quand on a les deux joueurs de Rodez qui sont au sol, on voit un troisième joueur qui se penche vers eux. Il leur dit, on ne sait pas. C'est vraiment, il y a pas mal de zones d'ombre. Et le fait que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel n'ait pas rendu de décision claire aujourd'hui, ça va peut-être dans le sens du FC Annecy, parce que peut-être qu'il y a eu entre-temps de nouveaux éléments, parce que maintenant c'est clairement une enquête apparemment, on peut dire ça. Donc ça va peut-être, je dis bien peut-être, on met beaucoup de guillemets, dans le sens du FC Annecy. Les instances se donnent plus de temps pour pouvoir décider du sort de cette rencontre. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et on espère forcément que la décision ira dans le bon sens, dans le sens du FC Annecy, c'est-à-dire décision, un match à rejouer. Mais encore une fois, même s'il y a match à rejouer, il faut encore après que Bordeaux l'emporte. Et pour toi, qu'est-ce qui serait juste de faire? Est-ce que ça serait de rejouer complètement le match? Est-ce que ça serait de repartir de la 22e minute avec l'avantage de 1-0 pour Rodez ou de faire gagner Rodez sur tapis vert? Qu'est-ce qui serait le plus juste pour toi et qu'est-ce que tu penses que la commission va faire? Alors, ce qui serait le plus injuste, en tout cas, à mon sens, ce serait de donner une victoire sur tapis vert à Rodez. Parce que, encore une fois, on parle là d'un match de la 38e journée qui impacte forcément la suite de la saison et même l'avenir des clubs. Donc, Annecy qui se retrouverait en national parce que doublé par Rodez qui aurait eu 3 points avec un match annulé, enfin arrêté à la 22e minute, ça aurait beaucoup de mal à passer et ça pourrait créer une jurisprudence. Ce qui semblerait être le plus juste, ça serait éventuellement un match à rejouer. Faut savoir qu'en France, on a l'habitude en cas de match à rejouer, de les faire rejouer depuis le début. Donc c'est peut-être ça qui va être mis en place. Un match à rejouer certainement à huis clos, sachant qu'il y a eu des débordements de supporters avec un score de 0-0. Voilà, ça fait partie des scénarios qu'on peut imaginer, mais encore une fois, on ne sait pas. Peut-être que la Ligue va décider de donner match perdu aux deux. Ça m'étonnerait énormément. C'est vraiment pour moi la solution, la décision la moins probable. Mais je pense que le plus, ce serait de faire rejouer ce match. Après, encore une fois, ce match, s'il est à rejouer, il faut encore que Bordeaux l'emporte pour que Annecy n'aille pas en national. Ça c'est sûr, et la tâche sur le papier en tout cas ça c'est compliqué parce que Rodez avait fait une très bonne entame de match. Sébastien, avant qu'on te laisse repartir, une dernière question. On a vu, tu parlais du fait que Rodez pouvait passer devant Annecy sur tapis vert en fonction de la décision de la commission. Et justement à ce sujet, il y a le président du FC Annecy qui a fait un communiqué en accusant carrément Rodez de triche. Qu'est-ce que tu penses toi de ce communiqué? Est-ce que tu as pu échanger avec des personnes du FC Annecy là-dessus? Est-ce que tu comprends cette prise de parole aussi? Encore une fois, ce sont des mots forts qui ont été employés par le président du FC Annecy. Il est dans son rôle. Hein. Il est là pour défendre son club, son institution. Comme nous tous, forcément, dans sa position, il est encore plus impacté directement. Comme nous tous, on a des doutes quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé en tout cas vendredi soir. Le terme de tricherie, forcément, a fait réagir le club de Rodez. C'est normal. On se lance là. On est parti peut-être dans une bataille juridique. Administratif qui peut durer des semaines parce que qu'importe la décision de la Ligue, il y aura forcément des mécontents. Donc voilà, je pense que Sébastien Faraglia est dans son rôle de défendre son club, de défendre son institution. Il est conscient qu'il a utilisé des mots forts, mais il les assume forcément. Donc s'il utilise ces termes, c'est qu'il a peut-être des ressorts, des preuves, je sais pas, mais forcément c'est une histoire qui va laisser des traces. On peut quand même s'imaginer, et puis même moi j'ai vraiment l'impression qu'il a beau utiliser, et on peut le concevoir, on peut réagir assez vivement à l'entente et à l'écoute de mots aussi virulents, mais pour moi il paraît quand même très réfléchi, très sûr de lui. Ils ont l'air d'avoir posé la situation et d'avoir bien compris la situation au niveau des hautes sphères du FC Annecy. Ça sort pas de nulle part. Ils ont forcément pesé le pour et le contre. Donc ils ont forcément pris les tenants, les aboutissants. C'est pas des mots qui sont balancés, on va dire comme ça. Donc il y a forcément quelque chose derrière. Mais encore une fois, maintenant c'est à la Ligue de décider, c'est à la Ligue de trancher. Mais c'est une histoire qui je le redis, qui va laisser des traces. Et
on espère sincèrement que ça aille dans le sens d'Annecy, quoi. Et en tout cas, on va attendre avec impatience le verdict de la commission lundi prochain, comme tu l'as dit, Sébastien. Sébastien, merci beaucoup d'être venu ce soir à notre micro et de nous avoir accordé quelques instants. On va te libérer parce que tu as des impératifs personnels, je crois, à faire tout de suite. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Sébastien, et puis tu reviens quand tu veux dans l'émission. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup. Merci, à Merci bientôt, beaucoup. Sébastien. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, voilà, Adrien. Ça va déjà être l'heure de rendre l'antenne. L'émission sera vite passée. Déjà. Ouais. On avait plein de choses à dire là ce soir. C'était très condensé. Mais puis les sujets étaient variés. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci de nous avoir suivis encore pour ce nouveau numéro de 9-2-1 Partez. Merci encore à nos invités et merci à Jean-Pierre encore une fois pour la régie, l'homme de l'ombre qui nous fait des grands signes, qui branche nos micros, qui lance la musique. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour encore plus d'actualités sportives. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Puis à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Bonne soirée à tous.